Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Planétarium virtuel de Nantes. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je me retrouve dans la peau de Neil Armstrong en 69, partant pour la Lune. Eh bien, dans le ciel ce week-end, observation numéro 6, nous allons partir cette fois-ci à 400 km de la Terre. Alors certes, vous allez me dire, à cette distance, c'est pas encore la Lune, c'est vrai. Mais nous allons quand même y croiser des astronautes. Arrivée imminente à bord de la Station spatiale internationale. Jusqu'au début de cette année, le seul moyen de rejoindre la Station spatiale internationale était à bord de la fusée russe Soyouz. Et tu veux dire que les Américains également payaient les Russes pour partir dans la Station spatiale internationale? Exactement. Une drôle de situation d'ailleurs que les Américains sont en passe de changer. En effet, depuis fin mai, et pour la première fois de l'histoire, c'est une fusée d'une société privée, SpaceX, et sa capsule Crew Dragon, qui a emmené des astronautes à bord de l'ISS. Thomas Pesquet lui-même, qui a déjà effectué un séjour de 6 mois dans la station spatiale, y retournera à l'été 2021, également avec une fusée d'un opérateur privé. Tiens, en fait, pourquoi nos astronautes ne partent pas avec la fusée européenne? Tu sais, Ariane 5? Eh bien, la fusée Ariane 5 n'est pas conçue pour envoyer des humains. Elle n'envoie que des satellites. Bon, pas grave, hein, de toute façon, moi j'ai mon transport privé. Nous voici à 400 km d'altitude, passant au-dessus de Nantes. Les premiers éléments de la Station spatiale internationale ont été connectés en 1998 et la station revêt sa forme actuelle en 2011. Pour fournir son électricité, 16 panneaux solaires, ici en noir, sont présents aux extrémités de la station. Pour réguler la température à bord, 10 dissipateurs de chaleur sont ici visibles en gris. Des bras télémanipulateurs permettent de faire des expériences directement dans le vide de l'espace, ou bien d'arranger à convenance les modules de la station. Les modules habitables, pressurisés, sont reconnaissables à leur forme de cylindre. La partie blanche est russe, la partie plutôt grise est américaine, japonaise, canadienne et européenne. Entre 3 et 6 astronautes se relaient en permanence pour maintenir la station en état. La station spatiale n'est pas tout à fait dans le vide de l'espace. À 400 km d'altitude, il y a encore de l'atmosphère résiduelle qui freine inexorablement la station. Sans intervention, elle finirait par rapidement revenir sur Terre. C'est pourquoi on rehausse l'orbite de la station spatiale en utilisant l'énergie des vaisseaux habités Soyouz ou des cargos de ravitaillement lors de chaque arrimage. Mais au fait, qu'est-ce qu'une orbite finalement? Faisons un petit exercice de pensée. Prenons une balle, celle que vous voulez, tennis par exemple. Ça marche aussi avec une balle de pétanque? Comme tu veux, mais vu ce qu'on va en faire, crois-moi, il vaut mieux une balle de tennis. Si vous la lancez en l'air, verticalement, elle va monter, s'arrêter, puis redescendre. La gravité va la ramener inexorablement vers la Terre. Ouais, effectivement, je préfère la balle de tennis quand même. Si nous lançons la balle de la même manière, mais cette fois-ci avec plus de force horizontale, autrement dit de vitesse, elle retombera, mais plus loin. Encore plus loin, si on lui donne encore plus de vitesse. Imaginons que nous la lançons avec suffisamment de vitesse, la balle tomberait en permanence vers la Terre, mais en allant tellement vite, elle louperait en quelque sorte la Terre à chaque fois. Eh bien c'est cela une orbite. Une chute permanente, la gravité ramenant vers la Terre, mais une vitesse suffisante pour compenser cette gravité. La vitesse à atteindre est juste hallucinante. Avec la gravité de la Terre, la vitesse, pour se mettre en orbite, est de 28 000 km/h. Seules les fusées sont capables d'atteindre ces vitesses. C'est donc la vitesse à laquelle orbite notre fameuse Station spatiale internationale et ses astronautes.
Eh ben, ils sont bien entraînés ces astronautes. Cosmonautes? Spationautes? Alors on est censé les appeler comment du coup? Eh bien en fait, pour tout dire, il n'y a pas d'appellation officielle. Eh oui, ce sont uniquement des raisons historiques et politiques qui ont poussé ces choix. L'Union soviétique a gagné la course à l'espace en y envoyant le premier humain, Yuri Gagarin, en 1961, parlant alors du premier cosmonaute, de cosmos, univers, et de naute, navigateur. Les États-Unis ne souhaitant pas donner le même nom que leurs camarades russes, avec le deuxième américain dans l'espace, Virgil Grissom, ils opteront pour astronaute, de astre, étoile, et de naute, navigateur. Remportant finalement la course à la Lune, c'est naturellement le terme astronaute qui l'emportera médiatiquement. Bien plus tard, l'Europe, sous l'impulsion de la France d'ailleurs, préférera utiliser le terme spationaute, de spatium, espace, et de naute, navigateur toujours. Enfin, la Chine, qui souhaitait également se différencier, elle, optera pour taïkonaute, taïkon signifiant espace. Et comme l'Inde souhaite désormais envoyer ses premiers humains dans l'espace, devra-t-on les appeler des vyomanautes? Et vyoman signifiant ciel en sanskrit indien. Étant relativement proche de la Terre, environ 400 km, et avec ses 16 panneaux solaires éclairés directement par le Soleil, il est tout à fait possible d'observer la nuit la Station spatiale internationale. On peut la voir sous forme d'un point blanc brillant, traversant généralement le ciel en quelques minutes. Une multitude de sites internet et autres applications pour vos smartphones sont disponibles qui, grâce à la géolocalisation, vous indiquent les heures précises ainsi que les trajectoires des passages de la station spatiale dans le ciel. Par exemple, ce soir, vous pourrez commencer à observer l'ISS dans la direction ouest à partir de 22h48, atteindre son maximum de luminosité à 22h52, puis disparaître non loin de la brillante Jupiter à 22h54. Voilà, c'est la fin de notre voyage à bord de cette station spatiale internationale. Je vous laisse tranquillement revenir sur Terre, 400 km plus bas. N'oubliez pas de l'observer dans le ciel nocturne, vous savez comment faire maintenant. Et souvenez-vous qu'à chaque fois, entre 3 et 6 astronautes passent au-dessus de votre tête. Mais rassurez-vous, hein, eux ne vous voient pas. Quant à moi, déjà je vais aller retirer cette combinaison parce que tourner ça en été, c'est franchement très chaud. Mais il n'empêche que je vous souhaite un excellent week-end étoilé comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.